swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur avec notre cher Rust. On sort tout juste de la fin du main event entre Tony Ferguson et Justin Gaethje et nous sommes tout simplement dévastés parce que au-delà d'avoir perdu, notre cher El Koukoui a pris une véritable punition et c'est même pire que ce qu'on envisageait parce que nous on avait vraiment prévu qu'il perde assez rapidement finalement et là le problème c'est qu'il a encaissé. Si bien que c'est même pas Ferguson, enfin c'est Herb Dean qui a dû intervenir pour que ce soit la fin du combat. Enfin c'est terrible. C'est terrible et c'est c'est horrible parce que grosso modo et c'est là où c'est difficile de pas se dire que c'est la je veux pas le dire mais que c'est la fin en fait Ouais. de Tony Ferguson parce que grosso modo ce qui s'est passé c'est que Tony Ferguson s'est fait Tony Fergusonner en fait. C'est-à-dire que Exactement, c'est ça. voilà, il a eu pendant 4 rounds et demi. Alors évidemment, ça a pas été une dérouillée Complètement. comme, je sais pas, un TJ Dillashaw, Renan Barra ou un truc comme ça. Mais c'était quand même petit à petit, on sentait que ça s'accumulait et que petit à petit, voilà, il y avait un différentiel entre le dommage causé par Gaethje et le dommage causé par Ferguson. Et oui, il a mis un knockdown, alors je crois que c'était dans le deuxième, et Ouais, même à la un toute fin uppercut incroyable, monstrueux. Mais il y a, enfin, on est à chaud, on est vraiment à chaud là. C'était il y a 10 minutes, mais j'ai pas la sensation qu'à un moment donné, on ait senti que Ferguson était en mode, il prend le rythme qu'il prend complètement. d'habitude. Et donc là, c'est Gaethje il a livré une masterclass. Honnêtement, c'était voilà. C'est donc le nouveau Gaethje, c'est-à-dire que là, et maintenant qu'il voit enfin, parce que donc il a révélé dans une interview qu'en fait il ne voyait rien avant, et c'est pour ça qu'il combattait comme ça la carapace. Et Ce je que rapproche notre cher Polydomso nous avait dit, bien évidemment. absolument. Et là, voilà, depuis qu'il peut combattre entre guillemets normalement et mettre vraiment toutes ses armes à contribution de la meilleure manière. Maintenant, il peut faire ses énormes crochets et reculer parce qu'il peut voir ce qui se passe ensuite. Il a une bien meilleure gestion des distances. Le timing, il l'a toujours eu, mais là, c'est 2.0. Les low kicks, toujours au rendez-vous. Enfin, honnêtement, et puis la puissance. Là, La là, puissance, moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné parce que premier round, j'étais là, je me suis fait bon, ok, ça fait vraiment beaucoup pour un seul homme, mais c'est cool parce qu'il a passé ce premier round. On avait dit que ça allait être hyper ouais, dangereux. Deuxième round, il est toujours là avec la même puissance. Tu fais bon, ok, Ferguson est quand même toujours là. Donc bon, il y a un moment, ça va aller. Troisième round, merde, ouais. merde. C'est vrai. Et là, pour le coup, je pense que vraiment ce combat-là, s'il y a bien une chose qu'on pourrait dire, on fera le tour de la main card avec notre cher Polydomso dans un deuxième podcast, bien évidemment. Mais ce qui est bien avec ce combat-là, c'est qu'on en a appris énormément pour Gaethje. Et je pense que Khabib, qui a vu ce combat-là, là, il rigole pas du tout. Parce qu'il se dit. Ouais, après, Après, bien évidemment, Ferguson, il n'a pas du tout apporté ce que Khabib va apporter. ouais, Mais là, il se dit quand même, t'as plus qu'un round de Gaethje. Hein. Et un Gaethje, ouais. on rappelle, qui s'est pris un uppercut d'une violence assez Ouais, inouïe à la fin du deuxième round. ouais, non, il a maintenant, bon, c'est sûr, on le savait, s'il y a bien un truc qu'on savait, c'est que Gaethje n'a pas un menton de verre, mais maintenant, voilà, je sais pas, il l'a fait fusionner avec de la lave, ou je sais pas ce qu'il a fait avec, la pierre météoritique. Mettre KO Gaethje, maintenant, je sais pas, c'est compliqué, enfin, c'est très, 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 très compliqué. Oui, il a été mis KO contre Alvarez et contre Poirier, Et là, on peut après des dire qu'il a guerres. été sauvé par la cloche, peut-être. Ouais, peut-être aussi, mais là, je sais pas, maintenant qu'il combat différemment, je le vois moins se oui et il s'en est pris aussi, hein, contre Ferguson, il l'uppercut de dingue comme tu viens de le dire, Ouais. même des jabs, sans déconner, le jab de Il Tony était Ferguson, bien en place. il était mais monstrueux, bien long, sec, puissant, qui pénètre bien. Enfin, il était impressionnant. Et il y avait plein de trucs qu'a bien fait Tony Ferguson. Il avait commencé aussi à Même bien ses travailler front au kick et corps, tout, ouais, des front complètement. kicks au corps, en low kick aussi, il répondait bien. Comment dire, des jabs au corps, et puis il touchait, il réussissait à installer sa boxe seulement. Il réussissait à installer ses outils, comment dire, Tony Ferguson, mais sauf que le problème, c'est qu'il est tombé face à un mec qui répond pas comme les autres, en fait. Il est tombé face à un mec qui. C'est très étrange. Là, Justin Gaethje, c'est pas en mode OK, c'est la guerre. C'est un peu comme c'était contre Poirier ou Alvarez. Poirier Alvarez était en mode OK, ça y est, c'est la guerre. Là, maintenant, ça, on va voir, ça va être le, comment dire, le fer contre le fer au niveau du mental, etc.
Geji, c'est très étrange. C'est comme si, à aucun moment, il se dit c'est la guerre. Il est tout le temps en mode ouais, ok, mais de toute façon, je vais finir par te mettre KO, en fait. Complètement. C'est très étrange. Il a cette confiance en lui, il a cette foi et ce mental Et qui cette fait que. capacité à encaisser, parce qu'il y a aucun moment, Ouais, c'est ça aussi, enfin franchement, et on reviendra là-dessus parce que notre cher Rust a mis un point d'honneur justement à justement saluer notre cher Trevor Whitman qui est le coach de Justin Gaethje, on y reviendra juste après, mais c'est vrai que là, tu avais ce côté, à aucun moment, les adversaires de Tony Ferguson, on en parle à chaque fois, ils se prennent des coups qui sont pas spécifiquement horribles, mais au bout d'un moment, ça vous fait un petit peu perdre les pédales et vous abandonnez tout. Là, vraiment, à chaque fois, il attendait que Tony Ferguson vienne, lui mette la pression, lui mettait ses jabs, les front kicks, mais chaque fois que Tony Ferguson était à distance finalement de frappe, il se prenait un coup. Et même Ferguson, à la fin, savait qu'il se prenait un ouais. énorme parpaing. Et chaque fois, c'était la même puissance, le même OK, bah tu viens de me mettre un coup, bah t'as le parpaing qui arrive. Et Ouais. tu avais l'impression que c'était un espèce d'accord tacite entre les deux, tu vois. Et Et sauf c'est vrai que que. au fil des rounds, bah, quand tu vois la différence de dommages, bah, ça fait comme ça pour Gaethje et Ferguson qui lui restait toujours en deçà, enfin Ouais. 2-3 tons en dessous. Mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est peut-être le truc le plus dingue qui est arrivé en fait ce soir, c'est que bah il a fait douter Tony Ferguson, quoi. Ouais. C'est-à-dire il y a en fait, comme tu viens de le dire, Complètement. il y a vraiment des moments où, Tony, il avançait, il lançait une séquence où il envoyait un enchaînement, quoi que ce soit, et tu sentais qu'il attendait la réplique. Il déroulait pas comme il déroule d'habitude, il attendait la réplique parce que clairement il devait le sentir. Et comment ne pas le sentir? Enfin, je veux dire, il y a eu, je sais pas combien de fois est-ce qu'il a été sonné Tony Ferguson dans ce combat, mais j'espère pour lui qu'il ne spare pas beaucoup, qu'il fait pas beaucoup de Ouais. sparring en dehors des combats, parce que là, rien qu'avec ça, c'est l'équivalent de 45 sparring contre des mecs qui tapent déjà dur, tu vois. Et c'est pour ça que C'est c'est terrible. Ce combat-là, il est terrible parce ouais. qu'à 36 piges, on l'avait dit, hein, Mm. quand Tony Ferguson allait perdre, ça allait vraisemblablement être la fin d'une époque. Là, le problème, c'est qu'il s'est pris une punition. Enfin, là, ça vaut pour peut-être 4-5 combats habituels de Tony Ferguson. Et le prochain, vous pouvez être sûr que l'UFC va le mettre contre un client. Et je pense personnellement que ça va pas tenir 5 rounds pour qu'il se fasse arrêter par l'arbitre, hein. Ouais, en fait, je sais pas à quoi va ressembler la fin de carrière de Tony Ferguson et en fait, c'est horrible parce que d'un côté, je me dis: «J'ai envie qu'il continue» parce que Ouais. et tout ça et vraiment pour une raison qui est plus terre à terre, tu meurs et je sais qu'on va peut-être me le reprocher, j'en sais rien, mais j'ai envie qu'il continue juste pour gagner un tout petit peu plus d'argent et pas parce qu'on est, obsédé par l'argent et cetera, juste parce qu'on le répète et on le répète et on le répète. Il dépense tellement juste pour ce sport, Tony Ferguson, pour ses camps d'entraînement, ses entraîneurs, pour sa vie de combattant. C'est un des rares mecs c'est c'est un samouraï et comment dire? Et je voudrais tellement que ce soit ce genre d'athlète qui soit mis à l'abri à vie. Je veux qu'il ait une fin de vie heureuse, je voudrais qu'il ait absolument tout à disposition pour ses enfants, pour sa famille et cetera. Parce que s'il y a bien un mec qui a tout sacrifié, c'est Tony Ferguson. Ouais. Il était prêt à il a été il a ça fait depuis novembre, il le dit qu'il était en camp d'entraînement. Jamais il s'est plaint une seule fois. Il a dit oui, que même pour affronter Geji en à une semaine de notice ou je sais pas trop quoi, c'est vraiment s'il y a bien quelqu'un que personnellement je voudrais qu'il soit rincé et que toute sa famille jusqu'aux 5 prochaines générations soit à l'abri, c'est lui. Et j'espère qu'il y a eu un énorme bonus par Dana White, j'espère. Et juste pour cette raison-là, j'aimerais qu'il continue quelques combats. Oh, Euh, j'ai mais pas voilà. envie, j'ai Et pas le envie. problème, c'est que j'ai pas envie non plus. Parce qu'on Parce que sait, on sait. Voilà. voilà, et le problème, c'est que je sais, tu vois, on en discutait il y a quelques secondes avant de commencer le podcast, mais c'est il y a des gars qui, je sais pas, c'est comme si l'histoire faisait tout réussir, en fait. Il y a des gars à Complètement. qui tu as l'impression que tout sourit, qu'ils ont eu, tu sais, cet alignement d'étoiles. Je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs, ça a rien à voir. Mais ouais, voilà, c'est ça, la colombe s'en va. Mais et Tony Ferguson, je sais pas, c'est comme si lui, eh ben, c'est voilà, on l'avait déjà dit, c'est le bizarro. C'est le c'est le vilain petit canard, quoi. C'est celui Ouais. à qui rien ne réussit. C'est un mec, il a une discipline, il a une éthique d'entraînement, il a tout, c'est un champion. Tu peux pas faire plus Mmh. mental de champion, tu peux pas faire plus champion dans tout ce qu'il fait Tony Ferguson et pourtant, eh ben, il n'a jamais été, disons, le champion undisputed et puis il a jamais Complètement. eu la lumière qu'il mérite et c'est terrible. C'est le Poulidor, du MMA et Ouais, peut-être c'est le clair. plus quoi, plus que Gustafsson, plus que Uriah Faber parce que lui, c'est un vrai champion. C'est Et un puis champ parce que, à la différence de tous ces mecs-là, il a quand même c'est lui, les 12 séries de victoires consécutives en lightweight, c'est le record all-time de l'organisation.
champion intérimaire strippé parce qu'il était blessé. Et puis pour nos inquiétudes, oui, sur Tony Ferguson, hein, c'est pas du tout parce qu'on veut le charger ou quoi que ce soit. Et là, on va pouvoir parler de Trevor Whitman, c'est que, à différence de Gaethje, quand il a eu ses 2 défaites consécutives contre Eddie Alvarez, puis contre Dustin Poirier, c'était à chaque fois des combats où il était dedans. Il était aussi jeune, il venait d'arriver à l'UFC, il avait un petit peu ce style foufou, mais il était invaincu finalement, et au bout d'un moment, il finissait par briser tous ses adversaires, sauf que là, ça ne s'était pas produit. Là, Ferguson, on rappelle, il a 36 piges. À chaque fois, ses combats, il prend énormément de dommages jusqu'à ce que la courbe s'inverse. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas non plus rassurant. Et là, il a perdu après s'être pris énormément de dommages. Et on le rappelle, à 36 ans. Donc, c'est pas, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui, pour nous, va nous faire dire, ah tiens, il y a de quoi espérer. Parce que ça va être compliqué pour lui de se réinventer, mine de rien. Ouais, et c'est terrible parce que, et pourtant, c'est dur parce que se réinventer, il aurait même pas besoin. Il est tellement unique que de toute façon, c'est juste que voilà, dans ce monde, il y a une, deux peut-être personnes qui sont capables de battre Tony Ferguson et il a juste rencontré une de celles-là, quoi. Ouais. Mais je sais pas, mais ouais, on a quand même tellement d'exemples dans le monde du MMA et dans l'histoire du MMA de gens qui, après des guerres comme celle-là, ne sont plus jamais les mêmes que ouais, ça fait peur, quoi. Ça fait vraiment peur. Ouais. Et oui, bah voilà, on parlait de Trevor Whitman, voilà, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Tony Ferguson et on a dit quand même que voilà, il y a quand même beaucoup de choses qu'il a bien fait. Et puis, bon, son mental, c'est même pas la peine d'en parler de son mental à Tony Ferguson. Ouais. Mais voilà, il avait une bonne anglaise, il avait des bons kicks, il aurait peut-être pu tenter un peu plus d'amener au sol, hein. Complètement. Il l'a fait quand c'était vraiment Trop tard. la Oh là panique. là. Pareil, Quand ça c'était aussi, panique, c'était non. terrible, hein. Enfin, Ouais. honnêtement, à voir. Oh là là. Ouais, bah ouais, parce que c'était vraiment le dernier recours en fait. C'est un truc qu'il a même pas besoin d'utiliser normalement. Et là, il s'est trouvé un peu qu'il en avait besoin, sauf qu'il avait les jambes flinguées, donc moins d'explosivité. Et puis bon, mais voilà, donc il faut rendre à Tony Ferguson parce qu'il a été égal à lui-même. Sauf que voilà, il est tombé contre un Gaethje transcendé et le Gaethje 3.0 qui avait dans son corner en plus Trevor Whitman. Et c'est un des trucs, tu vois, c'est marrant d'ailleurs que tu l'évoques parce que en vrai, bon, franchement, j'accrochais les draps et le matelas pendant tout le combat, j'en pouvais plus, franchement, j'en pouvais plus. Pas besoin de public, hein, alors là, c'était la folie. D'ailleurs, je préfère comme ça, moi, personnellement. Alors je Parce qu'il sais y pas a, il y a encore. beaucoup de personnes qui étaient alors, qu'est-ce que vous préférez tout? Moi, j'adore le fait t'entends tout, t'entends la respiration, t'entends les coups, t'entends ce que disent les coachs. Ça aussi, Ouais, j'adore entendre ça. Enfin, en fait, t'as vraiment l'impression d'être là, quand on voit des sparring ou oui, des trucs comme ça. ouais, et c'est très étrange, c'est marrant, c'est exactement ça. Bah, quand on avait été, putain, oui, c'était Vegas, voir un UFC, qu'en gros j'avais eu cette, parce que du coup on avait vu beaucoup de MMA avant à la télé, sur l'ordi, etc. Et personnellement, c'était le premier UFC que je voyais en live. Et il y avait eu cette impression de, ah putain, oui, en fait c'est un vrai combat là, c'est pas, ouais, parce qu'en plus du coup, voilà, il y a une proximité et Ross en était gros, à côté, et oui. bah, j'étais cage side et en gros, c'est pour la première fois, enfin, tu sais, tu as une réalisation en mode putain, mais oui, en fait, on est vraiment en train de regarder deux êtres humains, des assassins super entraînés, qui sont en train vraiment de se battre pour de vrai. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment. En fait, c'est très étrange quand on regarde à travers un écran, même si c'est hyper excitant, hein, mais c'est très bizarre. Et là, j'ai retrouvé ça effectivement, mais derrière un écran, très bizarre. Mais bon, c'est vrai que voilà, t'entends tout, t'entends le grincement des marches métalliques quand comment dire, je sais plus comment elle s'appelle, la ring girl Oui, descend pour complètement. mettre son panneau. C'est très étrange d'ailleurs, ça aussi. Mais oui, et voilà. Et le truc, c'est que Trevor Whitman, c'est la première fois où je ressens ça, perso, je sais pas pour toi, mais de ma vie où en gros, entre les rounds, parce que du coup, je suis tellement attaché à Tony Ferguson que je voudrais qu'il gagne, même si voilà, j'adore aussi Justin Gaethje. Et pendant les rounds, quand j'entendais Trevor Whitman parler, j'étais en mode arrête, 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 c'est pas juste, arrête. En gros, il lui donnait tellement les conseils parfaits, le fait de trop y aller et qu'en gros il y allait à 100% sur ses coups et que c'était pas bon et qu'il fallait commencer à un tout petit peu moins de wind-up, un tout petit peu moins d'élan sur les coups, mais être sûr de toucher à chaque fois. Il a eu toujours les bons conseils au bon moment parce que Whitman, c'est un des meilleurs coachs de MMA Et que Gaethje l'écoutait surtout. et Parce Gaethje qu'il y a l'écoute. énormément de combattants qui n'écoutent pas leur coach. Oui, on vous voit. On Ouais, vous voit. c'est vrai, et ça, c'est une énorme différence, hein. Des mecs comme Cyril Gane, pareil, tu vois, c'est des gars qui sont capables de séparer bien ce qui se passe pour entendre vraiment leur coach et réagir en conséquence. Et Gaethje, c'est pareil. Et c'est vrai que ce soit entre les rounds ou que ce soit pendant le combat, c'est hallucinant l'apport. Et c'est là où on le voit.
qu'est un gars comme Trevor Wichman, Wichman, comme Trevor Whitman. Et d'ailleurs, il s'y trompe pas, hein, Gagey, enfin, à chaque fois, c'est gros shout-out, gros big up à Trevor Whitman, mais voilà, c'est une équipe, le binôme est parfait, comme un Dwayne Ludwig et un TJ étaient allaient de pair. Bah là, c'est pareil. Le Gagey et Trevor Whitman, c'est la paire parfaite. Ils se connaissent parfaitement. Ils savent exactement comment se parler, comment communiquer, comment se transférer les idées pour qu'elles soient ingérées de façon optimale. Et puis, il sait quoi dire aussi, Trevor Whitman, parce qu'il le connaît depuis qu'il est toujours gamin. Et là, pour le coup, les défaites les ont servi. Enfin, ont surtout servi Gagey parce que je pense qu'il s'est mis à se dire bon, bah, ok, je vais peut-être plus écouter mon coach parce que là, ce que je faisais jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché par 2 fois et maintenant, il faut que je lui fasse confiance pleinement. Il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu le fait qu'il ait eu cette opération aux yeux qui fait que maintenant il voit ce qui se passe devant lui clairement et pas seulement un espèce de flou artistique. Le fait qu'il y a eu effectivement, tu as raison, ces 2 défaites qui lui ont suggéré à grands coups quand même de battoir dans la figure qu'il fallait peut-être changer de game plan. Il disait lui-même, Justin Gagey, qu'en fait il kiffait trop la bagarre et que c'est ça qui il aimait se prendre des coups, il a dit. Il aime se prendre des coups et du coup, il était emmené vers le fond avec le plus grand des plaisirs, mais sauf que du coup, parfois, il pouvait aussi perdre pied. Et donc voilà, il a changé son style de combat, il a changé son approche. Et voilà, là, ce qu'on voit depuis, donc ça fait 4 victoires d'affilée et 4 par finish, et contre des clients, mais vraiment des clients. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il donnerait contre Khabib parce que le problème, c'est que ça va être complètement Khabib, différent. Avoir une boxe aussi magnifique et rapide, ce timing, c'est extraordinaire. Sauf que c'est Khabib en face, quoi. Et le problème, c'est que Khabib, si tu es au sol, ça sert à rien d'avoir une super anglaise. Exactement. Donc voilà, on ne sait pas trop. Bon, on verra pour une analyse, en tout cas, un Gagey Khabib, mais voilà, ce qu'on a vu en tout cas, c'est vraiment. Après, là, le game plan qu'ils ont proposé, et surtout, oui, c'était ça, mon cher Ross, que Trevor Whitman a dit juste avant le 5e round, qu'il y avait Gagey qui était tout sourire finalement sur son tabouret, qui est tout sourire sur son tabouret en mode ça y est, c'est bon, c'est dans la poche. Et Trevor Whitman, il lui dit la dernière fois que tu étais aussi à l'aise, tu t'es fait terminer. Et là, direct, t'as Gagey qui descend, qui fait ouais, 2 fois. Oh putain, mec, j'ai même pas vu ça. Et c'est là, et c'est ce que je t'avais envoyé, c'est pour ça que j'ai fait waouh. Alors là, franchement, dire ça comme ça, et tu vois Gagey qui redescend dans ce cours, ouais, oui, ok. Mais je vais me remater juste après. Je vais me le remater juste après. Putain, mais voilà. Mais le truc, c'est que c'est le genre de truc. Ça change entre un Eddie Bravo qui fait tente une Imanario. Cela dit, il a pas tort. Il a pas tort, mais le truc, c'est que Eddie Bravo, je pourrais jamais dire du mal d'Eddie Bravo parce que. Non, mais ce que je veux dire, c'est là, tu dis peut-être, il y aurait peut-être besoin d'un head coach. Exactement. Et en revanche, et c'est là où, oui, je pense qu'on peut que être d'accord avec toi parce que déjà, personnellement, le fait de voir Eddie Bravo seul dans la cage, que ce soit lui qui soit seul dans la cage à parler à Tony Ferguson en face à face, déjà, c'est vrai que honnêtement, j'étais en mode oula, attends, donc c'est Eddie Bravo, son head coach. Et j'avais jamais réalisé. On savait que Tony Ferguson était grosso modo son propre entraîneur. On savait que c'est lui-même qui dirige ses propres camps d'entraînement. Mais c'est vrai que là, dans une situation comme celle-là, le fait d'avoir Eddie Bravo, Eddie Bravo, c'est une légende. Et en coach de jiu-jitsu brésilien, tu peux difficilement faire mieux sur la planète. Mais c'est vrai qu'en tant que head coach MMA, voilà, c'est pour changer de tactique, pour avoir une vue plus globale et puis pouvoir aussi avoir un apport vraiment technique sur le striking et puis toutes les phases agglomérées en même temps, c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un Trevor Whitman, un Matt Humes, un Firas Zahabi. Et là, c'est vrai que je ne sais pas si c'est ce qui a manqué à Tony Ferguson. On n'en saura rien, je pense, parce qu'il a tellement un style unique que je sais, tu vois, il y a des gens, je ne sais même pas s'ils sont entre guillemets coachables parce qu'il est tellement dans son propre univers, Tony Ferguson, que c'est même pas dit en fait que s'il avait un head coach, ce serait utile. Après, là, pour le coup, moi, ce qui me fait peur pour la suite, c'est que tu as quand même, Gagey, il a appliqué vraiment quelque chose où il lui a jamais permis d'être dans son rythme finalement, et de commencer à danser et tout ça. Ouais. Et finalement, là, si les mecs commencent à se dire, bon bah ok, tu acceptes finalement de te prendre des coups, mais tu le contres. Tu le colles. Parce que vraiment, c'est ça, mine de rien. Il a accepté ça aussi, Gagey. Et Tony Ferguson, il tentait plein de choses, comme on l'a dit, très très bien, mais il n'y avait jamais ce flow, cette espèce de groove qui fait que tu te dis, oh putain, ça y est,
ça y est, le mec, il est lancé, et moi, je peux rien Ouais. faire. Et là, à chaque fois, c'est quand on voyait quand il déclenchait, c'était toujours pas forcément en retard, mais c'était Non, bah, c'était à quand. contre-coup. Enfin, tu disais que tu avais toujours un moment, soit l'autre, Geji avait exactement, il savait ce qu'il allait faire, ou alors il n'y avait pas forcément cette bonne distance quand il essayait vraiment de faire mal, on va dire. Ouais. En Et fait, c'est pour ça que c'est un peu dur. mais c'est ça le truc, c'est que, ben, comment dire? C'est très compliqué de rentrer dans ton rythme quand tu as un mec qui te savate, mais qui t'explose en low kick. Déjà, rien que ça, C'est ça. pour rentrer dans son rythme, c'est compliqué parce que ça t'empêche de rentrer correctement, de sortir correctement, d'être à l'aise et confiant quand tu mets une combinaison. Rien que ça, rien que les low kicks, déjà, ça fait tout ce travail de sap. Et Dieu sait qu'il les a mis, Genji, enfin monstrueux. Et il y a aussi le fait que bah, Genji contrait à chaque fois. Alors, il a beaucoup raté aussi, mais Ouais. c'est parce que Tony Ferguson a un mouvement qui est très étrange, qui est pas orthodoxe du tout, qui est pas Ouais. académique, mais il touchait aussi énormément. Et quand il touchait, c'était au bon moment et c'était généralement en contre au milieu d'un enchaînement de Tony Ferguson. Il ne le laissait pas dérouler, il le laissait pas se mettre à l'aise. Ouais. Et c'est vrai que bah, y en a qui ont essayé déjà ça contre Tony Ferguson. Le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir ce set de skills particulier qu'a Geji, c'est-à-dire être Ouais. vraiment très rapide, avoir un coup d'œil et avoir un timing parfait, avoir des low kicks qui vont avec, parce que mine de rien, ça aide. Parce que Mais s'il avait que t'imagines, là, l'anglaise, ils le mettent contre Dustin Poirier, là? Geji ou Tony Ferguson. Non, Tony Ferguson. Ouais, mais je sais pas, parce que je trouve que Dustin est peut-être un poil moins rapide, un poil moins explosif. Il est explosif de ouf. Point. Comme ça, on Ouais. saupoudre. Mais je pense vraiment que Geji, ce qu'il a montré là, c'est un niveau. C'est un niveau. Alors, ce Ah sont oui, des c'est skills parfait. différents. Oui, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un niveau au-dessus, mais j'ai peur qu'un Dustin Poirier puisse appliquer la recette, en fait. C'est plus Contre ça, tu Tony, vois. ouais, oui, ouais. Après, il a pas les mêmes low kicks, mais Complètement. parce que, en fait, je suis pas encore persuadé que ce soit vraiment ce qu'est fait Geji. Je suis pas persuadé que ce soit ça y est, c'est la recette pour battre Tony Ferguson, parce que d'autres ont essayé avant lui. C'est juste qu'ils n'ont pas Ils réussi. sont morts. Ouais, bah ouais, voilà, ils sont plus là pour en parler. C'est juste que Geji fait partie, voilà, de ce cercle très fermé des une seule personne sur Terre qui sont capables de faire ça à Tony, en fait. Après, il Donc, est puissant aussi. Et c'est vrai que c'est ah, Polydomso, je ne sais pas qui l'avait dit aussi, que c'était aussi, mine de rien, la première fois que Tony Ferguson affrontait quelqu'un qui avait les mains aussi lourdes. Et ouais, c'est pour ça que tu vois un mec comme enfin, rapide, puissant, c'est ça. explosif. Faut bien évidemment avoir tout ça, parce que c'est vrai que si vous êtes un mec qui frappe avec des coussins, ça va être un petit peu compliqué. Mais un mec comme Dustin Poirier, il a ça aussi, il a cette puissance. Et Il a, c'est mais, il, ce qui me fait un peu flipper, moi. mais cela dit, il a cette puissance, mais c'est pas la même. Et alors là, vraiment, ça rentre un peu dans du spécifique, mais c'est pas la même manière de frapper. Et je pense que ce serait peut-être un tout petit peu plus facile. Bon, facile, c'est jamais facile, mais Tony Ferguson pourrait peut-être un peu mieux gérer le type de boxe que de Mhm. Dustin Poirier plutôt que celui de Justin Gaethje, parce que Poirier, il est explosif, il est rapide, il est puissant, mais quand il met des coups, c'est pas un clin d'œil Complètement. et un Ouais, coup de foudre et un coup de tonnerre que tu vois même pas venir, en fait. travaille plus en combinaison aussi, ouais. En combinaison, et voilà, il est un peu plus, il a un flow, il frappe Mhm. super dur, il a les mains lourdes, mais Geji, c'est vraiment, c'est de 0 à 100 en 0,002 secondes. Et ça, il n'a pas exactement ça, ni Dustin, ni Eddie Alvarez, ils n'ont pas exactement ce type de faculté athlétique et ce type d'anglaise. Du coup, je sais pas, je pense vraiment, pour l'instant, mais encore une fois, on est à chaud, qu'il n'y a que Geji, en fait, qui peut faire un truc comme ça à Tony Ferguson. Ah, je sais pas, moi j'ai vraiment peur. Parce que mine de rien, là, c'était quand même un Geji, on l'avait pas vu comme ça, là, il attendait vraiment, tu vois. Enfin, Ouais, avec oui, Trevor il était Whitman, ils avaient. patient. Exactement. Ils étaient. Mais plus que les autres combats, parce que les combats Oui, contre Cerrone, les combats contre James Vick, les combats contre Edson Barboza, il travaillait contre Cerrone, il a mis le compte parfait. Et contre James Vick et contre Edson Barboza, c'est lui qui avançait. Là, c'était vraiment, il savait que Ferguson allait venir dans tous les cas. Donc ouais, c'était, tu le laisses venir et ouais, quand il vient, bah vous contrez. Voilà. ouais, Donc absolument. bah, avec la pression qu'on connaît, donc là effectivement, mon cher Rost, il y en a très peu qui peuvent faire ça, mais j'espère. Enfin vraiment, moi j'espère que là, ça va pas être la longue descente aux enfers pour Tony, et j'espère aussi que l'UFC pour son prochain combat, mais là aussi j'ai très peur, vont lui passer quelqu'un d'abordable. Parce que tu vois, même s'il lui met quelqu'un d'un peu durable,
un Paul Felder, par exemple, j'aurais un petit peu peur. Ouais, bah ouais. Mais après, pour être tout à fait honnête, je sais pas, j'ai l'impression que je sais pas pourquoi et c'est pas rationnel, mais qu'en gros, avec le style de combat qu'a Ferguson, c'est-à-dire d'encaisser énormément, de faire Ouais. presque des guerres ou en tout cas de l'attrition à chaque fois, tu peux pas avoir plusieurs runs pour le titre, je pense. Ah oui, non, Et alors là, par contre, là, c'est clair. Oui, là, on est tous les deux d'accord. Moi, c'est plus qu'il finisse sa carrière dignement ouais, plutôt que, là, je le vois clairement gros comme une ouais, maison, mais du coup, pour 3 aller, défaites par KO consécutives et ouais, puis putain. fini. Mais du Mais coup, c'est obligé. pour aller où en fait? C'est ça le problème, c'est que s'il continue, à part pour mettre sa famille peut-être un peu à l'abri si Mais jamais c'est ça. l'UFC lui fait un contrat, c'est juste, ouais, bah ouais, si c'est pour ça, oui, alors oui. Mais puis tu sais, tant qu'il lui propose des contrats, parce que j'ai pas vraiment d'exemple là. J'ai pas vraiment Si, bah, un mec, ça n'a rien à voir au niveau du style, mais je veux dire, au niveau de l'âge et tout, il peut avoir une corrélation avec ça. C'est un peu, tu vois, la fin de carrière de Demian Maia. Où en Ouais, gros, ouais, t'es vieux, t'as ta série de victoires, l'UFC est obligé de te filer un combat pour le titre parce que tu le mérites. Donc il te file Tyron Woodley, tu perds contre Tyron Woodley, ensuite tu deviens, tu sais, l'espèce de gatekeeper ultime. Donc on te file Kamaru Usman. Ah bah t'as ouais, perdu contre Kamaru Usman a title shot. On te c'est file vrai. Colby Covington. Ah bah t'as perdu, machin, machin. Ouais, Ensuite ouais, tu ouais. récupères un autre mec prenable, tu gagnes. Et ensuite, voilà, jusqu'à ce que tu perdes et tu te fasses finir par Gilbert Burns, qui est bon, mais qui est nettement en deçà des mecs qu'on a nommés Ouais. précédemment. Et j'ai vraiment peur pour que Tony Ferguson ce soit ça, mais en beaucoup plus violent malheureusement. Mais ça fait chier parce que, et avec tout le respect, et Dieu sait qu'on lui en doit à Demian Maia, Tony Ferguson, c'est vraiment un champion qui a jamais eu de couronne et il Il méritait. ouais, il méritait tellement, c'est tellement un champion dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, qu'un mec comme lui finisse comme ça, sans jamais avoir décroché le Graal, ce serait, il y a un truc qui cloche, ça va pas, c'est pas Complètement. possible. Du coup, Non, je mais sais c'est pas ce qui comme va se passer, Romero, ça mais fait partie de ces mecs qui ont un temps dominé la catégorie, mais qui n'avaient pas la ceinture. Enfin, c'était les champions officieux, en fait, tout simplement. ouais. Et puis après, Rust, vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, comme toutes vos interventions d'ailleurs. Et là, c'est peut-être ça aussi. C'est vrai que Tony Ferguson se prépare spécifiquement pour Habib depuis novembre. Oui, il Et faut qu'on le ça, dise aussi. et Ouais. ça, mine de rien, si ça, enfin, ça peut faire partie des choses où le prochain combat, on va revoir le Tony Ferguson qu'on connaît, qui a son groove, qui a tout ça. Quand vous préparez depuis novembre face à un mec où vous savez à chaque fois ce qu'il va faire, Habib, il va pas être debout. Il va lancer les takedowns, lancer les takedowns, lancer les takedowns. Il reste debout quand il sait que vous êtes cuit et que vous êtes clairement à point et que là, il n'y a plus aucun danger. Donc c'est vrai que passer de ça en novembre, où vous êtes, enfin voilà, Tony Ferguson quand même 36 piges, ceci, cela, qui est vraiment dans la route à Habib, et on parle de Habib Nurmagomedov, champion invaincu de l'UFC, l'un des plus grands de tous les temps, donc autant vous dire que c'est pas comme si vous préparez un combat comme un autre. Vous changez ensuite pendant 2 semaines, il y a l'incertitude du combat, finalement ça ne se fait pas. Ensuite vous êtes là en mode, bah il y a les négociations contractuelles, mais vous savez pas quand l'UFC va revenir. Finalement 2 semaines après, l'UFC vous prévient pour dire, bon bah ok, ça va se faire. Enfin, c'est quand même une situation particulière pour lui. Alors que Justin Gaethje, c'est vrai qu'il n'avait pas du tout ce côté, bah, quasiment 6 mois d'entraînement derrière lui pour un style spécifique qui était complètement différent de ce qu'il attendait là. En fait, c'est là où je pense, hein, probablement, on va se faire peut-être le plus clasher, mais honnêtement, rationnellement parlant, c'est compliqué de ne pas mettre ça sur la table. Parce Ouais. que s'entraîner depuis novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, Mai, juin, ah non. mais c'est de la folie. Et en Ouais, plus, c'est pas n'importe qui s'entraîne. C'est Tony Ferguson qui s'entraîne. Et quand il s'entraîne, sa vie tourne autour de ça. C'est-à-dire que là, on peut parler de overtraining, tu vois. Enfin, c'est un mec, il se met dans le rouge tous les jours de sa vie quand il est encore en entraînement. Et non seulement ça, donc ça veut dire que ça fait 6 mois qu'il est dans le rouge, non seulement ça, mais ça fait donc 6 mois qu'il s'entraîne pour un grappleur et pour toutes les combinaisons possibles au sol pour le surprendre, parce que debout, c'est vraisemblablement pas là que ce serait passé. Donc vous pouvez être sûr que pendant 5 sur les 6 mois derniers, euh, Tony a habitué son corps à beaucoup plus être sur comment dire, du travail en grappling, du travail au sol, du travail en lutte, et c'est pas du tout la même utilisation des muscles que quand tu t'entraînes pour du striking, sur l'explosivité, etc. Donc c'est évident aussi, et là c'est difficilement, je pense, réfutable, que physiquement, ça ne peut pas être un Tony qui était optimal. C'est-à-dire qu'il s'est entraîné pendant tout ce temps-là, 12 mois, 13 mois, 14 mois, 15 mois, 16 mois, 17 mois, 18 mois, 19 mois, 20 mois, 21 mois, 22 mois, 23 mois, 24 mois, 25 mois, 26 mois, 27 mois, 28 mois, 29 mois, 30 mois, 31 mois, 32 mois, 33 mois, 34 mois, 35 mois, 36 mois, 37 mois, 38 mois, 39 mois, 40 mois, 41 mois, 42 mois, 43 mois, 44 mois, 45 mois, 46 mois, 47 mois, 48 mois, 49 mois, 50 mois, 51 mois, 52 mois, 53 mois, 54 mois, 55 mois, 56 mois, 57 mois, 58 mois, 59 mois, 60 mois, 61 mois, 62 mois, 63 mois, 64 mois, 65 mois, 66 mois, 67 mois, 68 mois, 69 mois, 70 mois
pour grosso modo être moins efficace en striking et beaucoup plus au sol. Et là, il n'a pas passé une seule seconde au sol. Donc c'est compliqué de quand même de pas mettre ça en relation et de se dire, ben voilà, il n'était pas dans les meilleures dispositions non plus, quoi. Et, euh, et alors, ça, c'est vrai que c'est encore différent. Et là, pour le coup, je ne soutiens rien, seulement je l'évoque. Il y a pas mal de combattants qui disent aussi que les meilleurs moments, on pense à Gunnar Nelson, notamment, qui disait que c'est comme ça qu'il avait obtenu son mindset, en fait, d'être tout le temps calme. C'est qu'il s'était rendu compte qu'en fait, c'est les moments où il avait été pas aperçu, appelé En enfin, short notice? en Ouais. short notice au dernier moment, que en gros, qu'il se sentait le mieux parce qu'il n'avait pas de pression, parce qu'il n'avait pas mis son corps sous un tel stress, sous une telle pression, sous un tel grind pendant des mois, et qu'en gros, c'est dans ces moments-là, entre guillemets, où il était plus frais et entre guillemets, où il avait rien à perdre, même si bien sûr, il avait à perdre, c'était pour le titre, etc. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Eh ben, paradoxalement, le fait d'avoir simplement un mois de préparation, et du coup, il a quand même pu faire, il a quand même pu apporter un espèce de pic physique à son Ouais, corps, parce qu'un mois, c'est pas négligeable quand même. c'est clair. Et sachant que c'est quand même un gars qui s'entraîne malgré tout, tout le temps, un mois, tu peux vraiment, vraiment faire partir ton corps sur la lancée comparé à, c'est ce que disait Junior Dos Santos, en fait, quand tu travailles, et Luke Rockhold aussi, quand tu travailles vraiment hardcore pour un camp d'entraînement pendant 3 mois, en fait, c'est très courant que ton pic physique soit passé au moment où tu combattes, tu vois. Et donc, il y a aussi de grandes chances que là, c'était parfait pour Justin. Et ce qu'on fait, c'est pas une excuse du tout. Là, Mmh. vraiment, enfin, au risque de le On répéter, couvre toutes les on couvre hypothèses tout parce possibles. que, au risque de le répéter, quoi, même si c'est le cas, ce qu'on vient de voir là, et donc qu'on peut revoir, hein, c'est pas un problème. Hein, c'est pas comme si c'était un set de conditions uniques qu'on verrait jamais. C'est simplement que voilà, là, on a vu un Justin Gaethje presque perfect, hein, presque imparfait, quoi. C'est un gars qui est arrivé le mieux, le plus brillant shiny carte Pokémon qu'on ait jamais vu auparavant. Mais seulement, voilà, il y avait peut-être ce set aussi de conditions qui a aidé à voir un tel différentiel entre les deux, Tony et Justin. Man, Fais chier. man, terrible. Franchement, c'est dur parce que voilà, vous ne verrez jamais Tony Ferguson, Khabib Nurmagomedov, et que personne nous dise ah bah on voit ce que ça a donné contre Gaethje, donc il serait Non, non, foncé dessus par Khabib. non, 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 Ça s'il ne vous plaît, marche faites pas pas ça. comme ça, Faites pas le ça. MMA. Vraiment, faites pas Respectez ça. Tony Ferguson. Ouais, ouais, Mais en tout cas, ouais, vraiment bravo à Justin Gaethje. ouais. Euh, bon, au moins, voilà. Vraiment, par contre, si on peut, si on peut avoir des motifs d'espoir, euh, avec cette victoire-là, t'as pas ce côté ah bah merde, c'est Habib contre Gaethje. Enfin, je veux dire Ouais, là, maintenant, j'ai ouais, envie ouais, de voir le combat. Tu vois, ouais. ça m'aurait vraiment fait mal que ce soit, tu sais, une victoire un peu chelou et tu te dises Ouais, bon, on ouais, ouais. passe à côté de quelque chose, mais on gagne quand même autre chose qui pose aussi des questions. Ouais, qui pose des questions. Alors évidemment, au niveau stylistique, je préfère quand même Tony Ferguson parce que je pense que c'était le style qui pouvait le plus apporter un vrai danger à Khabib. Mais malgré tout, voilà, c'est vrai que là, vu ce qu'on a vu de Gaethje, ça va être quand même quelque chose d'absolument unique. Et bon, voilà, enfin, ouais, c'est quelque chose d'unique. J'étais en train de penser à ce qu'il apporte vraiment un set de compétences que personne n'avait avant lui. Alors je sais pas, parce qu'on pourrait dire que Connor était aussi extrêmement rapide, très bon en anglaise, un coup d'œil, un timing incroyable. Mais bon, enfin, ouais, en tout cas, il apporte quelque chose d'unique. Maintenant, la question, c'est, en plus, il a une meilleure lutte que Connor. Ouais. Mais voilà, la question, c'est, est-ce que stylistiquement, ça sert à quelque chose, en fait, quoi? À voir. Les transitions, moi j'ai bon espoir. J'ai bon espoir pour les transitions. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va poncer le sujet Ouais. comme Jaja. Mais il est dégoûté. Il est dégoûté. Bah, je suis fatigué, mais surtout, voilà, Tony, putain. Alors Fin de non, c'est Tony. terrible. Finir comme ça, parce que enfin, vraiment, enfin, pour moi, tu vois, les deux moments où il reculait là, pour moi, c'est presque pire que de se faire mettre KO. Parce que le voir comme ça, Tony, enfin, voilà, Et quand tu sais tout ce qu'il a enduré, en fait. exactement. Là, il s'est pris une Tony Ferguson, comme tu l'as dit, quoi. Et vraiment, le voir comme ça, c'était terrible parce que pour moi aussi, ça c'est. Tu vois, ne serait-ce que dans la tête de ses prochains adversaires, t'as un truc qui s'est brisé là. Le mec qui coupait tout le monde, qui à chaque fois justement te cassait en deux mentalement, là, ils ont vu un mec qui par deux fois quand même l'a fait reculer comme ça, dont une fois où il a quand même tapé un petit. Enfin, il a pas tapé un sprint,
mais il a couru Tony Ferguson. Ce qui était évidemment la meilleure chose à faire, parce que sinon, là, il risquait de se faire purement et simplement finir. Mais de le voir comme ça, c'est... Ouais. Bah ouais, non, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Ah putain. Ouais, non, ça fait chier. Franchement, ça... Ça fout un coup au moral en fait. Et aussi parce que Après, j'espère que comme ça, les mecs, les prochains, la prochaine fois que tu as un mec comme ça, il se dira pas, je prends le combat, même si c'est effectivement hyper dur financièrement et tout, il prendra pas le combat hyper dangereux avant d'avoir... et le problème, c'est que l'UFC lui aurait Exactement. passé devant. S'il avait refusé le combat, l'UFC aurait fait bon bah ok, bah Conor versus McGregor, Conor versus Khabib 2 quoi. Sachant que oui, même pour vous dire, pour terminer là-dessus, même Stipe Miocic n'est pas à l'abri, hein. Donc, Ouais, non, faut rapporter du bif, hein, tout simplement. Si tu rapportes pas de bif, tu sers à rien un petit peu. voilà, exact. Évidemment, on en rajoute, évidemment, c'est pas ça Mais qu'on pense, mais voilà. on est Mais un ouais, peu dégoûté aussi. on est dégoûté. Et dégoûté, voilà, pour finir là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui est tellement unique et attachant, Tony Ferguson, que même du point de vue humain, en fait, et c'est même peut-être ça qui fait plus mal, c'est que du point de vue humain, c'est un gars. Comment dire, je vais essayer de faire très rapide, mais ce qui inspire le plus dans la vie, c'est des gars qui font tout ce que Ferguson fait et qui réussissent. Et là, le fait que tu es un gars qui est tout sacrifié, qui passe par l'enfer, qui fasse tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a de plus dur, qui se plaigne jamais, qui accepte les chemins les plus compliqués, qui recule devant rien, qui se plaint pas, et qui finissent pas par avoir ce qu'il mérite, qui finissent pas par avoir son moment de gloire ultime, son titre, qu'on le voit pas en sanglots parce que tout ce qu'il a fait a fini vers le titre qu'il a toujours voulu, etc. Le fait qu'on soit privé de ce moment-là et qu'on l'aura jamais, pour un gars comme Tony Ferguson, là, le destin, franchement, est un fils de pute, tu vois. Complètement. Non, c'est terrible, hein. Et surtout, ah oui, et l'option à laquelle nous n'avions pas pensé, mon cher Rust, et là, je pense que ce serait le pire, mais c'est probable aussi, c'est que l'UFC nous mette contre Tony Ferguson fin juin, tu Khabib, vois. Non, euh, Tony euh, Ferguson fin juin ou en juillet, comme qu'il le fasse Conor, recombattre. qu'il le fasse recombattre. Parce que ça faisait partie des rumeurs comme quoi Conor McGregor allait potentiellement affronter le perdant justement avant d'avoir. Il y a aussi des discussions bien évidemment là, ça a l'air d'être lancé contre Nate Diaz. Mais moi voilà, enfin j'ai vraiment peur, tu vois, le prochain traquenard, on sera content, ok il sera payé, mais il n'aura pas complètement recouvré toutes ses facultés. Et Et encore, il sera payé, mais voilà, il ne sera pas payé autant que s'il était devenu ne serait-ce que champion intérimaire ou exactement. champion. Donc il va continuer avec sa paye actuelle et ça fait chier, putain, ça fait chier. Il mérite tellement, ça fait chier. Vraiment, ça fait chier. Ouais, bah, Bon, enfin bref, mon cher Rust, on Ouais, va se retrouver très vite avec notre cher Poidosso parce que bien évidemment, on va couvrir le reste de la carte, ne vous inquiétez pas. Voilà. Dont voilà. notre cher Francis, le combat de Francis, nous allons en parler parce que. Putain, Francis. Voilà. Voilà. Bon, allez, Allez, nous ne sommes pas partis parce qu'on n'a pas assez insisté sur Justin Gaethje et notamment sur cette après-fin de second round où pour beaucoup, pour nous, il était mort car sauvé par la cloche. C'était arrivé face à de nombreux combattants par le passé, mais cette fois, bah, il a su recouvrer ses esprits, son sérieux aussi, abandonner ce côté un petit peu reckless, donc il fallait qu'on lui tire notre chapeau. ouais. Mais ben, le truc, c'est que, en fait, et alors ça c'est une composante qu'on voit souvent dans les combats de Justin Gaethje, c'est le fait qu'en gros, il a toujours l'air. T'inquiète, ouais, j'ai l'air de repartir là, mais voilà, c'est simplement qu'on vous dise, en fait, on a fini le premier podcast, on a recommencé à parler de Gaethje, on s'est dit putain, mais on n'a pas. Il y a tellement de trucs stylés à dire sur Gaethje, on n'a pas été, on était tellement dans le truc de Tony Ferguson, mais voilà. Et effectivement, Gaethje, il est connu, et d'ailleurs ça c'est un truc, même j'ai rematé tous ces combats au PFL, et en fait, tu as toujours l'impression qu'il est à moitié en train de gasser au début au second round, et en fait, non, c'est très bizarre, il prend des grandes inspirations, sauf qu'en fait, il est jamais vraiment gassé. C'est-à-dire qu'il a toujours le même cardio, c'est très étrange en fait, même du deuxième au cinquième round, il va faire ce... Pas évident, mais en fait, il est toujours à la même puissance, c'est très étrange. Mais effectivement, il fallait qu'on reparle de Justin parce que juste le mental de Justin. Faire ça à Tony Ferguson, c'est une chose. Mais, euh, un truc comme ça, et en fait, ce qui nous a donné envie de repartir. Attendez une minute. Wait a minute.
Parce que Je tente ce- ce qui nous a, ce qui nous a donné envie en fait de repartir là sur un podcast, c'est simplement, il y a un moment, et là on en a reparlé du coup avec Guillaume, on était en mode oh putain mais oui, c'est le moment en fait où Il a Big Brother. ouais voilà, il en a fait son fils. Il a comment dire, c'était- non mais vraiment, parce que tu sais, alors du coup c'est quoi, quatrième round? Et Quatrième. c'est Ouais. quatrième round, il y a un moment où Justin Gaethje, et c'est pour ça qu'on parle du mental, parce que c'est Ouais. une démonstration de caractère en fait. Il y a un moment où Tony Ferguson était déjà bien mal en point, Gaethje était fidèle à lui-même, et il y a un moment où ils se retrouvent proches l'un de l'autre. Je ne sais plus si Ferguson a fait une tentative de se tourner ou quoi que ce soit. Et là, Gaethje lui fait vraiment, mais le dégage et laisse-moi ton plateau à la cantine, tu vois, genre casse-toi. Ouais. Et c'était voir Tony Qui Ferguson se prendre un rebondit truc comme contre ça. la cage. Ouais. Ouais, voilà, il fait le flipper contre la cage et voir quelqu'un de la trempe, du mental, forgé en enfer, comme Tony Ferguson, se prendre ça, c'est c'est complètement délirant. Et ça veut en dire beaucoup sur le mental, sur le caractère de Justin Gaethje. On savait que Tony Ferguson avait été créé dans un autre univers. Visiblement, ils font partie du même. Parce que Ouais. Gaethje, voilà, on le savait, il est insubmersible. Tu peux pas casser mentalement Justin Gaethje. C'est un frère Diaz, c'est un Tony Ferguson, c'est un Max Holloway. Tu peux pas casser mentalement Justin Gaethje, et lui, c'est encore plus que ça. Non seulement tu peux pas le casser, mais quoi qu'il arrive, il garde cette même confiance qui va t'éclater à n'importe quel moment du combat. C'est complètement délirant. Il est délirant, Justin Gaethje. Terrible. C'est c'est vraiment terrible. Terrible pour ce cher Tony Ferguson. Voilà. Je pense que là, on a vraiment mis l'accent sur notre cher Justin Gaethje. Ouais, Merci véritablement de sa part, parce que c'est vrai que là, et je pense que vous serez assez d'accord avec nous, à part cette grosse alerte à la fin du deuxième round, c'était superbe. Et d'ailleurs, enfin, grosse alerte à la fin du deuxième round, on peut quand même dire que les deux avaient déclenché au même moment l'uppercut. Et, ouais. et je sais même plus si Gaethje touche. Non, il touche pas. Il touche Il pas. touche pas, mais comment dire, Ferguson, et c'est là où ça sert d'avoir, je crois que c'est 5 pouces d'avantage en allonge. Complètement. Il y a aussi le fait que alors j'ai plus le mouvement en tête. Je crois que Tony Ferguson a aussi décentré sa tête de la ligne d'attaque, je crois, il me semble, et donc il a touché Gaethje, non. Mais ouais, voilà. Enfin, il y avait match, il y avait match jusqu'à ce que, non, enfin, je sais même pas. Non, il y avait. Non, honnêtement, il y Non, avait je pas. sais même pas. Enfin, il y a aucun moment à part celui-là où on s'est dit, ok, là, Justin Gaethje est en danger. Ouais, c'est vrai. Il y a eu des frappes dures dès Ouais. les premiers rounds. Il y a eu des frappes extrêmement dures de la part des deux. Low kick, direct, crochet, les deux ont frappé sec. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette impression de comme ça, où tu retiens ton souffle parce que tu sens qu'à la moindre brise, Pour ça peut, Gaethje. Pour pour Gaethje. Par Gaethje, contre, ça peut flancher. Ferguson, dès le troisième round, on était en mode ok, là, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Ouais, putain, désolé, je pense à un truc et je suis fatigué, hein, mais quand j'ai dit il l'a poussé comme donne-moi ton plateau à la cantine, je l'ai pas fait, hein, mais c'est simplement, ça rappelle dans les films américains quand ils font ça. Par Voilà. contre, tu t'es fait pousser. Mais voilà, Non, j'ai trop vu de films, hein. en Bref. plus, c'est complètement faux parce que tu ne mangeais pas à la cantine, si je ne m'abuse. Bah, si, au Si? self, le midi. Ah, mais je croyais que non. Au Si? collège, je mangeais pas à la cantine le midi. Ah, Au ok. lycée, j'avais commencé à aller au self. Ah, yes. Bah, moi aussi, parce qu'on était dans la même cantine au lycée, c'est pour ça. Ah, Qui ouais, n'était pas fameuse d'ailleurs. ah, ça dépend. Il y a eu, à un moment donné, ils ont fait des petits changements qui étaient pas mal, hein, avec des petits pains bio et tout. C'est vraiment le meilleur moment pour en parler, hein. Quoi? Si, Attends, ne réécrivons pas l'histoire. J'ai aucun souvenir des pains bio. en fait, ils faisaient ça, mais attends, c'était. Ah, putain, Non, attends, non, non. C'était de 2007 à 2010. Moi, je me souviens, il y a pas de pain bio, hein. C'était les vieux petits pains surgelés, là. pas bio. Pas de Mais, pain bio. mais si, mais ça venait genre une fois par semaine, tu sais. Et en gros, tu as des petits pains, des petits producteurs et tout. Non, 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 Mais- non, non, non. Ouais, ouais, je sais pas, moi, j'ai vraiment souvenir que c'était dégueulasse, hein. Bah non, alors en fait, oui, c'était pas fameux, mais après, en fait, comme bon, tu sais, c'est comme les selfs, hein, comme c'est hyper Complètement. diversifié tout le temps, bah, en fait, tu kiffes, hein. Bah, il y a juste les flageolets qui foutaient la chiasse, hein. Ça, c'était un peu C'est casse. ça. Mais si, Et puis, ouais, non, je sais pas, c'est leur vieux dessert aussi, un espèce de truc qui ressemblait littéralement à du vomi sucré.
C'était froid Quelle en couleur? plus. C'était c'était bien, c'était blanc laiteux, on va dire laiteux. Il Bref, y bah, avait en quoi? tout Du je fromage sais blanc? Mais plus oui, ah oui, donc exactement. appelle de Oui, fromage blanc. voilà, exactement. En Ouais, tout cas, ouais. shout out à eux, ils se reconnaîtront. Également, merci à My Sweet Protein, on les Ouais. a oubliés quand même. Moins 38% en ce moment avec le code la sueur. Voilà. À la prochaine. À la prochaine. Swear.